Bonjour Daniel, bonjour Pierre. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que ça fonctionne? Oui, bonjour Omar. Oui, on est connecté, ça fonctionne. Bonjour, Nicolas. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct sur LinkedIn. C'est la première fois que Space Avocat on teste le live LinkedIn, donc j'espère que tout fonctionne correctement. S'il y a un problème technique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à réagir en direct. On essaiera de corriger le problème. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir, Daniel et Pierre, aujourd'hui pour parler d'un sujet ô combien important dans le secteur Oui, spatial. Pierre, tu nous avais fait l'honneur de venir sur le podcast il y a quelques mois pour déjà parler de ces sujets sous un angle très précis que tu connais très bien. Et donc, je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Je rappelle juste pour l'audience que vous êtes tous les deux consultants après une carrière dans l'industrie et que vous intervenez notamment auprès de différents clients pour justement ces aspects export control. tout à fait. Ben, écoute, on est ravis de participer aussi à ce webinaire et puis d'apporter quelques éléments pour clarifier ce qu'est le contrôle export américain et quelles peuvent être les conséquences pour nos industriels européens. Oui, parce que c'est vrai que quand tu regardes l'actualité, euh, les États-Unis sont en vedette, si je puis dire, mais c'est pas nouveau. On est sur une problématique de contrôle des exportations américaines qui est loin d'être neuve pour le secteur spatial. Ça va être un peu finalement l'objectif de ces vingtaines de minutes qu'on va passer ensemble. Peut-être d'abord découvrir qu'est-ce que c'est que cette réglementation américaine, euh, comment, de manière concrète, elle s'applique aux industriels européens. Et puis, peut-être, si vous avez deux, trois tips, deux, trois réflexes que les personnes assistant à ce live pourraient avoir lorsqu'elles, justement, veulent faire du business avec les États-Unis. Et peut-être, avant toute chose, ma première question pour vous, ça serait sur quelle est la grande différence? Quels sont finalement les deux portraits robots? Parce qu'il y a une réglementation des exportations qui s'applique aussi en Europe. Finalement, quels sont les points de similitude qu'on peut avoir? Oui. En fait, les réglementations, elles sont à l'origine basées sur les mêmes principes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Elles ont été développées pour répondre à des exigences qui sont issues des accords internationaux que sont signés par tous les pays. On veut réglementer la dissémination de technologies, etc., qui sont sensibles, considérées comme sensibles par un certain nombre de pays. Et donc, on met en place des réglementations pour ça. Donc, l'origine est la même, que ce soit aux États-Unis et en Europe. En fait, sur leur structure, les réglementations américaines sont très proches des réglementations européennes. On va trouver le classement selon la même nature des technologies. Ce sera soit du militaire, soit du civil ou double usage. On va classer les produits selon les mêmes fonctions de leur performance, de leur développement, etc. Et on va retrouver cette ségrégation en deux gros domaines que sont le militaire, le double usage. Aux États-Unis, ben, le militaire, on va l'appeler l'ITAR, l'International Traffic in Arms Regulation, hein, donc, et tout ce que derrière. Et puis pour le double usage, le R. Voilà, donc on va trouver les mêmes principes du double usage. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Le principe de classement des produits est le même. On va déterminer en fonction des cas du produit, de l'origine de son développement, de son financement, etc. Ben, s'il a été développé ou utilisé pour une application militaire, ben, il sera dans l'ITAR, ou du double usage, il sera dans. S'il ne tombe pas dans une de ces deux catégories, ben, il sera considéré comme non contrôlé. Donc pas de différence sur ce point-là, ce qui existe en Europe. Ce D'accord. qui est, ce qui Tu est rassurant, mentionnes, tu mentionnes oui, justement le travail de classification. Euh, Peut-être un point qui est quand même important, c'est que, effectivement, le marché du spatial étant global, et c'est sûr que le marché américain étant un marché des plus attractifs, notamment pour nos acteurs français et européens, comment fait-on
traditionnellement pour analyser un projet commercial justement sous cet angle de contrôle des exportations? Tu parlais de classification. Euh, Oui, je crois savoir qu'il y a une classification qui est des plus précises dans la oui. réglementation applicable américaine. Euh, comment est-ce qu'on peut travailler quand on est un acteur du spatial français, européen? Comment est-ce qu'on peut travailler avec un client ou un fournisseur américain au regard de ces contraintes? Oui. Là aussi, de la même manière, on va se poser les mêmes questions lorsque l'on va initier une transaction, un commerce avec une entité américaine qui pourrait être un client ou un fournisseur ou un prestataire, etc. Ben, on va bien entendu se poser la question, ben, quel produit je vais échanger, dans un sens ou dans l'autre, hein, en provenance des États-Unis ou en provenance de l'Europe. Donc, à quoi est soumis comme contrôle ce type de technologie que je vais échanger? Et on appliquera les mêmes qu'en Europe, si c'est du matériel de guerre, si c'est du matériel double usage. Ensuite, on va se poser la question, mais quelle est la destination finale du produit? J'ai acheté un produit américain, je vais le revendre à quelqu'un d'autre dans un autre pays. Je dois me renseigner sur le client à qui je vais vendre ce produit-là. Est-ce que le pays est sous embargo? Est-ce que la personne ou l'entité serait sur une liste sanctionnée? Donc ça, c'est une obligation qui existe aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et enfin, on va regarder quelle est l'utilisation de ce produit. Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va l'utiliser pour des applications militaires ou pour des applications civiles? Voilà. Donc là aussi, on retombe sur le même principe. Quand je travaille avec une société américaine ou je vais travailler avec une société sud-africaine, je vais me poser exactement les mêmes questions sur le produit que je vais utiliser. Voilà. Donc, on reste toujours dans un domaine connu selon les réglementations européennes. Alors, si on reste sur un domaine connu, naturellement, il y a quand même quelques petites différences, quelques petites particularités. Alors, c'est avec nous en tant que juriste la chose un peu académique, mais qui est finalement très réelle, c'est la notion d'extraterritorialité. Je sais, notamment de nos différents échanges, qu'il y en a plusieurs. Donc, est-ce que tu pourrais un peu voilà, nous entretenir sur ces grands points de différence par rapport à la réglementation américaine et dont il faut prendre garde pour éviter tout Oui. problème? Alors effectivement, là, on est resté dans le domaine du connu, de ce qui est comparable Europe-États-Unis. Il y a effectivement des différences qui sont quand même assez importantes. La plus connue, hein, c'est l'extraterritorialité, comme tu viens de le dire. Alors c'est un bien grand mot, mais le mot veut bien dire ce qu'il signifie derrière, c'est-à-dire que la réglementation américaine va s'appliquer sur une technologie américaine, bien entendu, hein. Elle va s'appliquer partout dans le monde, où que se trouve cette technologie. Ce qui signifie que toute entité non américaine, qu'elle se monde, ben, devra respecter les réglementations export américaines si elle souhaite transférer ou réexporter cette technologie. Alors, on peut penser, mais pourquoi moi, Français, suis-je obligé de respecter une loi américaine? Je ne suis pas citoyen américain, je n'ai pas le droit. Enfin, je ne pense pas être contraint par là. Euh, En fait, à partir du moment où on décide d'utiliser une technologie américaine, et utiliser, ça peut être acheter un matériel, mais ça peut être acheter un logiciel, ça peut être demander une prestation intellectuelle, etc., etc. Ça va couvrir tout ce domaine-là. À partir du moment où on accepte cela, on accepte également de se soumettre à la réglementation américaine. Sinon, eh ben, si on veut ne pas s'y soumettre, ben, il ne faut pas utiliser de technologie américaine. Malheureusement, dans le spatial, on sait très bien qu'une grande partie des technologies spatiales proviennent des États-Unis. Donc, travailler dans le domaine spatial sans les États-Unis, c'est compliqué. Donc, il faut apprendre à connaître cette extraterritorialité et ce qu'elle implique. Alors,
peux donner un exemple. Par exemple, vous fabriquez un satellite, hein, on reste dans le spatial, et vous utilisez des composants américains. Et vous souhaitez vendre votre satellite à un pays ou un client qui est dans un pays en dehors de l'Europe, mais aussi en dehors des États-Unis. Ben, dans ce cas-là, vous allez devoir respecter la réglementation export de votre pays, mais également respecter la réglementation américaine du contenu américain de votre satellite. Donc, vous posez exactement les mêmes questions comme on l'a vu tout à l'heure pour l'exportation, sauf que s'il vous faut une licence américaine, vous la demanderez aux autorités américaines. Et c'est de votre responsabilité, puisque en tant qu'exportateur, où que vous vous trouviez dans le monde, c'est vous qui êtes responsable d'obtenir cette autorisation, non seulement de vos autorités, mais également de la part des autorités américaines. C'est là que ça commence à devenir un petit peu plus complexe, hein. Voilà. Donc, c'est une grosse différence par rapport à la réglementation européenne et toutes les autres réglementations dans le monde, mis à part la chinoise qui est en train de vouloir copier ce que font les Américains. Mais aujourd'hui, c'est la seule réglementation qui impose cette extraterritorialité du fait que dans certains domaines comme le spatial, ben, la technologie américaine est quasi incontournable. Voilà la première différence, grosse différence qu'il y a entre les deux réglementations. La deuxième, qui est plutôt un avantage dans ce cas-là, ce sont les exemptions qui existent dans la possibilité d'utiliser du matériel double usage américain, ce de l'EAR. Alors, l'exemption la plus connue qui est utilisée par Ariel, c'est le de minimis. Alors, le de minimis, c'est un ratio de pourcentage de contenu américain dans ce que vous réexportez. En dessous d'un certain niveau, 25% pour les pays, 10% pour certains sanctionnés et puis zéro pour tous ceux qui sont sous embargo, ben, le de minimis permet de réexporter un matériel sans avoir l'obligation de demander une autorisation américaine. Voilà, donc ça facilite un petit peu les échanges. Une autre exemption qui commence à être de plus en plus utilisée, surtout en Europe, c'est le STA, le Strategic Trade Authorization. C'est en fait une possibilité qu'offrent les États-Unis aux pays membres de l'OTAN, de l'Union européenne et des alliés des États-Unis de ne pas avoir besoin d'une licence pour exporter, non seulement aux États-Unis, mais également pour s'échanger entre les différents OTAN, Union européenne, ces produits double usage. Voilà. Donc il y a des possibilités qui sont offertes dans la réglementation américaine pour faciliter le commerce, hein. C'est ni plus ni moins que cela. Voilà, donc il y a deux grosses différences. La première qui est une grosse contrainte, l'extraterritorialité. La deuxième qui est une facilitation des échanges à travers ces exemptions spécifiques. Bon, il y en a d'autres, hein, des exemptions, hein, mais je vous ai donné les plus classiques. Voilà. Et puis il y a une troisième différence qui réside dans le traitement des intangibles. En Europe et partout ailleurs, quand vous voulez exporter une prestation intellectuelle, par exemple, qui serait dans un domaine contrôlé, vous aurez besoin d'obtenir exactement la même licence que si vous exportiez un matériel. Voilà. Il n'y a qu'une seule licence qui va couvrir tous les éléments qui sont couverts par une technologie, hein, matériel, logiciel ou prestation. Aux États-Unis, ils font une différence. L'intangible est traité spécifiquement par des licences que sont les TAA, Technical Assistance Agreement, ou les MLA, Manufacturing License Agreement. Voilà.
Donc, dans ce cas, si vous exportez ce type de savoir-faire, de technologie, il vous faudra obtenir non pas une licence d'exportation de matériel, qui est le TSP 5 ou le nombre varie en fonction du type d'exportation, mais c'est le TA. Et euh, ces éléments donc sont indispensables lorsque vous exportez ces intangibles. Alors, un exemple de l'impact que ça peut avoir, vous allez embaucher un Américain dans votre société parce que c'est l'expert du domaine et qu'il va vous aider à développer votre marché. Il faut être conscient que dans ce cas-là, ben, vous introduisez une contribution américaine, donc une prestation intellectuelle d'origine américaine. Donc, ça va être un contenu américain. Si votre activité est dans un domaine contrôlé par les réglementations, et le spatial en fait partie, aussi bien aux États-Unis que, eh bien, essentiellement, si cette distribution, donc les savoir-faire qu'il va vous transférer en contribuant à vos activités, serait contrôlé par l'ITAR aux États-Unis, il lui faudra une autorité pour travailler avec vous, même s'il est embauché par. Voilà une de l'extraterritorialité et de la gestion des intangibles. Le MLA, c'est une autorisation de fabriquer du matériel de guerre américain, donc ITAR, hors des États-Unis. Bon, la conséquence, c'est la même, c'est que si vous fabriquez ce matériel sous licence américaine et que vous voulez le vendre, il vous faudra une autorisation américaine, en plus potentiellement de l'autorisation de votre pays. Voilà les trois grosses différences qui existent entre la réglementation américaine et l'européenne. Donc, si je comprends bien, effectivement, un contrôle important. Cette notion d'extraterritorialité, bon, qui est quand même assez, qui peut être assez piégeuse et puis qui peut être beaucoup plus galopante que ce que l'on peut croire, notamment si on barre dans le domaine de l'ITAR. Et puis, mais ce qui est aussi intéressant dans ton propos, c'est qu'il y a quand même des exemptions possibles. J'ai envie de dire un peu en question ancillaire, est-ce qu'il y a des possibilités de négociation? Est-ce qu'on peut négocier avec les autorités américaines ou c'est quelque chose qui est assez administratif et normé? Alors, en fait, il y a des possibilités d'échanger avec les autorités américaines. Je dirais que je ne vais pas jeter la pierre aux autorités européennes, mais elles sont beaucoup plus attentives aux remarques que font sur les réglementations. C'est-à-dire qu'elles vont chercher à contrôler au plus juste et à ne pas pénaliser. Bah, le commerce aux États-Unis est quand même bien implanté, donc on ne va pas pénaliser inutilement l'industrie américaine. Voilà. Donc, il y a des moyens de discuter. Alors, pas pour changer la réglementation, bien entendu, hein, mais pour l'adapter dans certaines circonstances pour faciliter le marché. On va rester conforme à la réglementation, mais on va adapter euh, cette, cette mise en application pour qu'elle facilite le marché. Voilà. Par exemple, le STA, qui est une autorisation américaine, permet non seulement l'exportation sans licence de matériel américain, mais elle permet également de l'échanger entre tous les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, voilà, sans autorisation. Donc ça, c'est une variante qui a été par la suite ajoutée du fait que les industriels se plaignaient que ben, systématiquement, il fallait faire des demandes, etc. Donc c'était compliqué. Voilà, donc, tu vois, c'est un Donc, peu plus en il y a un échange. certain pragmatisme, en fait. On retrouve quand même le Exactement, pragmatisme américain sous le côté très institutionnel et très cadré. tout à Mais fait. le pragmatisme a malheureusement des limites, ou heureusement en tout cas. En tout cas, elles existent. Et bien évidemment, s'il y a une absence de conformité ou s'il y a une mauvaise conformité avec les réglementations, il y a des risques. Quels sont-ils, en grosso modo? Bien évidemment, chaque cas est unique, mais quels sont les grands risques en cas de non-conformité? Alors, là, il y a une grosse différence par rapport aux autres réglementations dans le monde, c'est que les conséquences associées à une non-conformité américaine sont extrêmement lourdes. L'exemple pour une violation d'une réglementation ITAR, ça va être plus d'1 million de dollars. Violation. Je vais expliquer ce que j'entends par violation. Pour, euh, pour le double usage, ça va être la moitié, hein.
500 000 dollars par violation. Donc, quand on entend par violation, donc, il faut bien se rappeler que dans la loi américaine, les amendes ou les violations sont cumulables. Autrement dit, si vous achetez pour votre satellite 1000 pièces ITAR et que vous les recevez sans autorisation bonne et due forme, eh bien, vous avez violé 1000 fois la réglementation. Autrement dit, vous aurez 1000 fois 1 million de dollars de pénalité. Les banques, les banques européennes s'en souviennent, hein, puisqu'elles ont fait des transactions en dollars, le dollar étant un matériel américain. Donc, elles ont violé la réglementation américaine en mettant en place des transitions avec des pays qui étaient sous embargo ou sous sanctions. Et donc, elles ont été pénalisées à hauteur de chaque dollar qu'elles avaient exporté. Donc, les conséquences sont extrêmement lourdes. Alors, si on laisse ça de côté, il y a bien entendu le fait que vous allez vous fermer le marché américain si vous violez la réglementation américaine. Vous allez être mis sur une liste noire et donc les industriels qui travaillent avec les Américains seront obligés de respecter cette liste noire et de ne plus travailler avec vous. Donc ces conséquences-là sont lourdes. Entendu, il peut y avoir des poursuites pénales spécifiquement pour l'individu. Autrement dit, vous oublierez d'aller passer vos vacances aux États-Unis ou dans un pays qui a un accord d'extradition vers les États-Unis dans ces cas-là. Voilà. Donc les conséquences sont très très lourdes. Effectivement, donc il y a un pragmatisme limité, il y a des possibilités quand même d'exemption, il y a un système aussi de licence qui peut être assez large, mais une nécessité quand même de conformité. Euh, pour conclure un peu ce premier exposé, moi j'aimerais te demander, enfin à vous deux d'ailleurs, hein, Daniel, n'hésite pas à réagir, quels sont finalement les réflexes clés à avoir quand on engage cette mise en conformité avec l'export contrôle américain? Voilà, si vous avez quelques petits réflexes un peu de la pratique qui pourraient permettre à nos auditeurs de mieux se situer avant peut-être de réfléchir aussi à une mise en conformité plus profonde. Que déjà, je veux pas, par exemple, il y a eu récemment un symposium très important aux États-Unis. On a beaucoup d'acteurs du spatial européen qui sont, voilà, on connaît le dynamisme américain, donc qui ont eu des contacts parfois très nombreux. Comment est-ce qu'on évite les écueils? Est-ce que le stade du NDA c'est déjà trop tôt ou est-ce qu'au contraire c'est trop tard? Comment est-ce que, voilà, quelles sont les petites recettes et les petits tips de la pratique? Alors, en fait, il faut se poser un nombre de questions, hein, heureusement, hein, mais avoir des bons réflexes, comme tu dis, très tôt, c'est-à-dire quasiment lorsque l'on en de commercer avec les États-Unis. Euh, donc, les questions, ce sont celles que l'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais échanger comme produit? Est-ce que mon produit est contrôlé? Je dois connaître le classement de mes produits, mais bien entendu de mon contenu américain, puisqu'on a vu que l'impact était important. Euh, et je vais devoir, comme pour les autres réglementations, vérifier à qui je vends, pourquoi je le vends, quelle va être son utilisation, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un peu les mêmes que ceux que l'on a dans le contrôle export de manière usuelle. Hein. C'est j'ai un produit, est-il classé? Je dois l'exporter, à qui est-ce que je l'exporte? Est-ce qu'il me faut une licence pour l'exporter dans ces cas-là? Et anticiper au maximum toute cette activité contrôle-export pour éviter qu'elle ne devienne un point bloquant par la suite. Ce qu'il faut voir avec le contrôle-export, et ça c'est d'une manière générale, c'est que une société qui maîtrise son contrôle-export a un avantage concurrentiel par rapport à une autre qui ne le maîtrise pas. C'est une évidence. J'ai pu voir ça, et Daniel pourrait qui a géré beaucoup
qui étaient concernés par notamment les réglementations américaines, on a pu constater cet avantage que procurait cette connaissance des réglementations par rapport à d'autres qui refusaient d'aller dans ce marché parce qu'il était trop à risque compte tenu des sanctions derrière. Effectivement, c'est un marché high risk, high reward, grand Oui, marché, marché mature en plus, mais naturellement, les Américains étant des juristes assez exceptionnels, donc ils savent bien tirer leur épingle du jeu, et c'est pour ça que donc il faut avoir ce souci, j'ai envie de dire presque dès le départ. oui, Une implantation aux États-Unis, on accompagne pas mal de boîtes qui veulent tenter l'aventure américaine. On leur dit toujours, faites attention à votre propriété industrielle et intellectuelle. Et puis, il y a effectivement tout ce volet contrôle des exportations, qui est un sujet d'expert et qui, comme tu le dis très bien, peut tourner aussi à l'avantage. Ça se voit, on voit ça effectivement tout à fait. comme une contrainte, mais c'est sûr que s'il y a une sensibilisation, et voire même des travaux beaucoup plus poussés de mise en conformité, ça peut tout de suite renverser la tendance et devenir, passer d'une contrainte à un avantage. Voilà, exactement. C'est ce que doivent retenir tous ceux qui sont autour du micro et qui souhaitent commercer avec les États-Unis, hein. C'est bien entendu, surtout dans le spatial, un marché qui est très conséquent et qui est très attractif. Euh, donc il faut bien entendu y aller, mais connaissance de cause et vous voyez que certes, il y a des différences, et à partir du moment où on les connaît, on sait comment les maîtriser en les anticipant. Voilà. Alors, puisque cette plateforme est multimodale, là, je viens de recevoir des questions par message, figure-toi, par WhatsApp. Alors, j'ai une D'accord. première question. On va pas en prendre beaucoup parce qu'effectivement, le temps nous est compté. Et encore une fois, merci Daniel et Pierre de nous avoir rejoints pour ce live spécial. Alors, une première question qui est relative alors, à un sujet, entre guillemets d'ailleurs, de contamination réglementaire. Que se passe-t-il en cas de transfert de données vers les États-Unis et de retour de ces données après partenariat? On lit la espèce d'effet de boomerang. Et la D'accord. personne s'inquiète des possibles contaminations. Alors, euh, on va étudier deux cas que je vous propose, hein. Donc, c'est un retour de données américaines qui sont sorties des États-Unis et euh, le retour aux États-Unis. Donc, vous vous posez les mêmes questions que l'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il me faut une autorisation pour exporter ces données aux États-Unis? Alors, dans ce cas-là, la réponse est assez claire, hein. C'est un retour dans le pays d'origine. Vous n'avez pas besoin d'une autorisation américaine pour faire retourner ces données aux États-Unis. Inversement, j'ai des données françaises, je vais prendre le cas d'une société française, hein, qui exporte des informations à une société américaine, que ce soit sa filiale ou une autre société, qui, elle, va les retourner en France. Si ces données font partie de technologies qui sont contrôlées par la réglementation américaine. Une fois qu'elles rentrent sur le territoire américain, elles rentrent sous la coupe de cette réglementation. Et donc, pour ressortir du territoire américain, il leur faudra une autorisation américaine, comme si elles avaient été élaborées sur le territoire américain. Ce qui peut être un peu troublant, hein. Par exemple, un opérateur qui veut lancer un satellite à Kourou pour un client américain, eh bien, il ne lui faudrait pas normalement d'autorisation pour lancer son satellite depuis Kourou. Or, il lui faudra un TAA parce qu'il a un client américain et donc les informations qui vont sortir du territoire français et être échangées avec cette société américaine devront être couvertes par un TAA. Voilà. Donc, c'est ce travers-là du fait de l'extraterritorialité et du fait que les technologies qui rentrent dans un pays, elles rentrent automatiquement sous la coupe de la réglementation du pays. Voilà. Ouais, effectivement, oui, une contamination possible, donc qui existe vraiment, Oui. aussi du fait, comme tu l'as dit, de cette extraterritorialité. Dernière question, parce que le temps passe très vite, relative là plutôt à la question parfois épineuse et puis qu'on voit pas forcément des ressources humaines. Mhm. Quid de l'embauche de cadres ou salariés
disposant de la nationalité américaine ou de titres équivalents. Je pense que ça doit être les cartes vertes, etc. Est-ce que si tu as effectivement un de tes directeurs en France, mais qui n'est pas de nationalité française, mais américain, est-ce qu'on fait finalement un export? Alors, oui, alors on ne fait pas l'export puisqu'on ne passe pas la frontière, hein. On embauche un Américain dans notre société. Notre société travaille dans le domaine, on va prendre l'exemple du spatial, qui est un domaine contrôlé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Euh, c'est une contribution américaine. Donc, pour que ce salarié américain puisse travailler dans cette société française sur ce domaine-là, si ce domaine-là est couvert par l'ITAR, il doit avoir un TA personnel, c'est-à-dire que lui, en tant qu'individu, va devoir demander une autorisation auprès du département d'État américain pour pouvoir travailler et donc transférer du savoir-faire américain. L'autre élément qui est dû à l'extraterritorialité dans ce cas-là, c'est que euh, tout ce qu'il va vous dire et qui va contribuer au design, par exemple, de votre produit, ben, ça va être un contenu américain. Si ce contenu est contrôlé selon la réglementation américaine, c'est comme un ou une vis américaine que vous avez dans votre matériel. Donc, il vous faudra potentiellement une autorisation pour l'exporter. Dernier point qui est assez important, hein, n'oubliez pas que dans la loi américaine, il y a une loi qui oblige tout ressortissant américain, où qu'il se trouve dans le monde, à signaler s'il voit une violation des réglementations ou des lois américaines. Donc, dans ce cas-là, votre société, ben, je vous conseille d'être conforme aux réglementations américaines. Voilà. Bon, alors, effectivement, c'est un to-do list, hein. Il faut faire attention à sa conformité Voilà, avec la voilà. réglementation américaine. Écoutez, Daniel et Pierre, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce tout premier live. Merci pour les petites questions qui m'ont été envoyées par les différents canaux, qui étaient très intéressantes. C'est, je pense, extrêmement important d'avoir à l'esprit l'importance de cette réglementation américaine, ne pas en avoir peur non plus, parce que on peut être Oui. accompagné par des experts pour ce genre de sujet-là, et ça serait effectivement dommage dans un marché aussi ouvert que le spatial de se priver du premier marché mondial. Donc encore une fois, merci beaucoup. Le replay de ce live sera bientôt disponible. Naturellement, on le mettra en accès ouvert. Et puis, on reviendra peut-être bientôt avec des formats plus longs, peut-être sous la phase de formation, en fonction aussi des retours des différentes audiences, voilà, pour continuer à sensibiliser et à former sur ces problématiques qui sont extrêmement importantes, surtout à l'heure où il y a toute une partie du spatial européen qui, naturellement, cherche des débouchés à l'export. Et c'est vrai que l'oncle Sam, c'est quand même aussi un bon premier débouché. Oui, très bien. Et à Merci toi, à tous les deux. Merci à toi.